Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue pour votre rendez-vous avec le fait de société et l'actualité des grandes affaires. L'affaire dans l'affaire, c'est notre émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Bonjour Jean-Marie Bordry. Bonjour mon cher Stéphane. La voix des matinales du week-end sur Sud Radio. Et oui, on a cette chance. Victor Lefebvre, rédacteur en chef des affaires criminelles. Bonjour Stéphane Simon. Voilà, la revue trimestrielle avec Max Kais. D'ailleurs, vous nous direz où elle en est, cette revue. Oui, elle sort bientôt, c'est pour le 13 mars. Le jeudi 13 mars, exactement le numéro 2. Formidable. Et qu'est-ce qu'il y a en couverture? Alors, Qu'est-ce qui va passionner les auditeurs de Sud Radio? Alors, on fait un dossier spécial sur les couples criminels et on revient notamment sur l'affaire Marc Dutroux-Michel Martin avec Jade Serrano qui signe cet article en couverture du prochain numéro d'Affaires criminelles. Vous voulez dire ces couples qui se sont unis pour Exactement. tuer? Pour commettre le pire et l'indicible en l'occurrence. Ce qu'on appelait les amants diaboliques autrefois. Le Marcinelle, oui, tout à fait. Bon, parfait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout autre sujet. Nous allons revenir sur le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation civile, la disparition du vol Malaysia Airlines 370, plus communément appelé MH370. C'était le 8 mars 2014. C'était donc 11 ans. Et je vous le rappelle, après son décollage de Kuala Lumpur en Malaisie à destination de Pékin en Chine, le contrôle aérien perd subitement la trace du Boeing 777 du Malaysia Airlines au-dessus de la mer de Chine avec 239 personnes à bord. Des années d'enquête et de recherche n'ont pas permis de localiser l'avion avec à son bord donc 227 passagers, 12 membres d'équipage, tous aujourd'hui disparus. Depuis la fin du mois de février, en revanche, les recherches conduites par la société d'exploration maritime américaine Ocean Infinite ont repris dans l'océan Indien cette fois, et on espère retrouver l'épave de l'avion et les corps des passagers membres d'équipage. Un mystère donc qui est peut-être sur le point d'être résolu. Nous allons y revenir en particulier avec nos deux invités qu'on va retrouver dans un instant. Jean-Luc Marchand, qui est ingénieur satellite, et Patrick Blely, pilote de ligne, commandant de bord. Tous les deux ont été les auteurs remarqués d'un rapport indépendant sur la disparition du Boeing 777. C'était en février 2023. On va passer ensemble les différentes hypothèses au crible et pistes que l'on peut désormais écarter, ne retenir que les éléments d'explication scientifiques. Mais si vous le voulez bien, commençons par rappeler les faits. Nous remontons 11 ans en arrière, le 8 mars 2014. Voici le récit de la disparition du vol MH370 avec Victor Lefebvre. Nous sommes le vendredi 7 mars 2014. Il est bientôt minuit à l'aéroport international de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Les caméras de surveillance captent l'ambiance nocturne et ensommillée de l'aéroport. Les boutiques de souvenirs, les cafés et les restaurants tirent leurs rideaux et éteignent leurs vitrines. Les derniers vols de la journée s'apprêtent à décoller. Parmi ces derniers, le vol MH370, destination Pékin. Un vol quotidien d'habitués, moins de 6 heures de vol, atterrissage et décollage inclus. En semaine, le MH370 de la Malaysia Airlines transporte essentiellement des hommes d'affaires. Le week-end, c'est un peu différent. Les passagers sont plutôt des familles qui rentrent chez elles. Cette nuit-là, la majorité des voyageurs sont d'ailleurs des citoyens chinois. La plupart d'entre eux sont habillés chaudement en prévision du froid qui les attend dans le nord de la Chine. Certains ont les traits tirés et s'avancent mollement vers la salle d'embarquement. 4 Français détonnent dans cette foule de voyageurs à majorité asiatique. Une mère de famille accompagnée de sa fille, de l'un de ses fils et de la petite amie franco-chinoise de celui-ci. Après une semaine de vacances en Malaisie, ils rentrent à Pékin où ils vivent. Le père de famille, Guylain Watrelot, est quant à lui à Paris pour le travail. Parmi les autres voyageurs se trouvent 3 passagers américains, 2 néo-zélandais, 2 Iraniens, 1 Russe, 6 Australiens et 2 Ukrainiens. Les régulations en matière de sécurité sont assez peu suivies à l'aéroport de Kuala Lumpur, réputé pour son laxisme en la matière. Les passagers passent donc sans encombre les portails de sécurité. À minuit, passé de 10 minutes, alors que tout le monde a embarqué, un fait assez rare se produit. Un jeune Chinois vêtu d'un costume blanc franchit en catastrophe les portails de sécurité en sens inverse. Le jeune homme ne revient pas. Au moment de fermer définitivement les portes, il n'est plus là. Pourquoi a-t-il quitté précipitamment la zone d'embarquement? Personne ne le saura jamais, mais il aura la vie sauve. 30 minutes plus tard, le Boeing 777 décolle, comme toutes les nuits à la même heure, à minuit 40.
Une vingtaine de minutes plus tard, l'avion atteint 35 000 pieds, soit environ 10 000 mètres d'altitude. Les conditions de vol sont idéales, le ciel est totalement dégagé. Les informations en vol transmises par l'avion à Boeing et à la compagnie ne détectent aucun problème technique. Et pour cause, le Boeing 777 de la Malaysia Airlines a été révisé en maintenance 12 jours plus tôt. Après 40 minutes de vol, l'avion s'apprête à quitter l'espace aérien malaisien pour gagner le ciel vietnamien. À 1h19 précisément, l'avion quitte la zone du contrôle aérien malaisien avec une formule de courtoisie standard prononcée par le pilote d'une voix décontractée. « Bonsoir, ici le Malaysia 370 ». Ce sont les derniers mots prononcés par le commandant de bord malaisien, Zahari Ahmad Shah, quelques secondes avant la disparition du MH370 des écrans radars malaisiens et vietnamiens. La procédure normale aurait voulu que l'avion se manifeste auprès des autorités aériennes vietnamiennes quelques secondes plus tard. Mais cet appel n'est jamais réalisé. Au lieu de cela, l'avion amorce un demi-tour gauche vers l'axe sud-ouest, vers le détroit de Malacca. Il est 21h21, heure locale, ce samedi 8 mars 2014. C'est l'heure précise à laquelle le Boeing 777 de la Malaysia Airlines disparaît 38 minutes après son décollage. Le contrôleur vietnamien attendra 19 minutes avant d'alerter Kuala Lumpur de la disparition de l'avion. Une éternité. L'alerte officielle n'est lancée qu'à 5h30, soit plus de 4 heures après le dernier contact avec l'avion. À l'aéroport de Pékin, le grand panneau d'affichage se contente d'indiquer que l'avion a du retard. Puis, à 7h24, soit 1 heure après l'horaire prévu pour l'atterrissage à Pékin, la Malaysia Airlines publie un communiqué annonçant la perte de contact avec le MH370. La panique gagne les familles des 239 passagers à bord de l'avion. L'avion s'est perdu dans la nuit. Les 227 passagers, dont 5 enfants, et les 12 membres d'équipage ne seront jamais retrouvés. Comment un Boeing 777, un avion motorisé par Rolls-Royce appartenant à la Malaysia Airlines, l'une des compagnies aériennes les plus sûres du monde, a-t-il pu disparaître sans laisser de traces ? 3 campagnes de recherche de l'avion ont eu lieu en 2014, en 2016 et en 2018. Autant d'échecs. Les hypothèses les plus folles ont circulé au sujet de la disparition du MH. Détournement terroriste par 2 passagers iraniens voyageant avec des passeports volés, dépressurisation de la cabine, bavure militaire des Américains, piratage informatique en plein vol par un obscur passager russe, barbouzerie qui aurait mal tourné, toutes les pistes ont été explorées. Aucune n'est entièrement convaincante. Une chose est certaine, au moment où il disparaît des écrans radars, le système ACARS, qui gère l'envoi automatique d'informations techniques au contrôle aérien, et le transpondeur, le principal moyen de communication avec le contrôle, sont tous deux coupés. Rien ne justifie de couper le système ACARS et le transpondeur en plein vol. Cette procédure, relativement simple à exécuter, n'est même pas enseignée dans les écoles de formation. Logiquement, l'enquête se concentre dans un premier temps sur la personnalité et l'historique des 2 pilotes aux commandes cette nuit-là. Dans le cockpit se trouvaient 2 hommes, Zahari Ahmed Shah, commandant de bord, 53 ans, et Farik bin Hamid, son copilote, 27 ans. L'enquête menée par la police malaisienne a très vite disculpé ce dernier qui réalisait ce jour-là son dernier vol d'instruction avec le commandant Shah, son instructeur. La trajectoire du vol après la perte de contact avec les radars civils malaisiens et vietnamiens laisse supposer un détournement volontaire. Seul le commandant de bord, employé sans histoire de la Malaysia Airlines depuis 1981, comptabilisant plus de 18 000 heures de vol, est susceptible d'être incriminé. Le rapport malaisien assure pourtant n'avoir trouvé rien de problématique chez ce père de 3 enfants. Aucun historique de maladie mentale ou de suivi psychiatrique n'est détecté chez le commandant Shah. Dès les premiers jours suivant la disparition de l'avion, le commandant de bord fait toutefois partie des principaux suspects. La presse anglo-saxonne se fait l'écho de la vie amoureuse tumultueuse du pilote, allant jusqu'à lui prêter une relation adultère avec une certaine Fatima P. Dans un journal anglais, l'épouse du commandant de bord confie que son mari était particulièrement replié, taciturne. Entendue à 2 reprises en mars 2014 par les enquêteurs, elle reconnaît que son mari avait cessé de lui parler depuis plusieurs semaines et qu'il passait le plus clair de son temps dans sa chambre, dans laquelle il s'était construit son propre simulateur de vol.
À 22h31, le 7 mars 2014, soit un peu plus de 2 heures avant le décollage de l'avion, c'est à son épouse que le commandant de bord passe son ultime coup de fil. Puis, à minuit 39, 1 minute avant le décollage, Zahari Ahmed Shah consulte durant une trentaine de secondes l'application de messagerie instantanée WeChat. Un geste impensable pour un commandant de bord, alors que son avion était déjà prêt à mettre les gaz alignés sur la piste de Kuala Lumpur. 2 points viennent par ailleurs jeter le trouble sur le parcours du commandant de bord. Zahari Ahmed Shah n'a eu aucune visite médicale d'aptitude pilote entre décembre 2004 et janvier 2011. Un trou de 6 ans inexplicable, cette visite médicale étant obligatoire tous les 6 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans. Pire, au cours des 2 mois et 7 jours du début de l'année 2014, il y a eu 6 contacts avec le médecin du centre médical des pilotes et Zahari, sans qu'il soit possible pour autant de déterminer la cause de ces différentes entrevues médicales. Si l'on en croit la version officielle rendue en 2017 par le bureau d'enquête australien, l'avion aurait été aperçu par les radars militaires dits primaires de l'armée malaisienne en train de survoler le détroit de Malacca. Une trajectoire qui suppose que l'avion ait fait demi-tour juste avant de pénétrer dans l'espace aérien vietnamien, avant de s'échouer quelques heures plus tard, à court de carburant, au beau milieu de l'océan Indien, au large de l'Australie. Merci Victor Lefebvre. Dans un instant, nous revenons sur le mystère de la disparition du vol MH370. Nous allons passer en revue les hypothèses scientifiques les plus crédibles, celles qui ne le sont pas, et nous pourrons les écarter grâce à nos invités qui vont nous être d'un précieux secours pour y voir clair. Jean-Luc Marchand, ingénieur satellite, Patrick Blely, pilote, commandant de bord, ancien de chez Air France, seront avec nous dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, notre émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, le trimestriel de Max Skies. Avec nous, Victor Lefebvre, justement, rebonjour, rédacteur en chef de cette revue. Jean-Marie Bordry, la voix des matinales de Sud Radio. Notamment le week-end, bonjour Stéphane. Oui, le week-end, bien sûr. Et puis Jade Serrano, journaliste d'investigation. Merci d'être avec nous. Toujours ravi. Aujourd'hui, nous parlons du grand mystère de l'histoire de l'aviation civile, le plus grand certainement, la disparition du vol Malaysia Airlines 370, communément appelé MH370. C'était le 8 mars 2014, c'était donc il y a 11 ans, et des années d'enquête et de recherche n'ont pas permis de localiser l'avion avec à son bord 227 passagers, 12 membres d'équipage, tous présumés disparus et morts, ni de déterminer les causes de cette disparition. Alors, avec nous, je vous l'annonçais, Jean-Luc Marchand, ingénieur satellite, et puis Patrick Blely, pilote de ligne et commandant de bord, retraité aujourd'hui d'Air France. Et tous deux sont auteurs d'un rapport indépendant sur la disparition du Boeing 777 du vol MH370 en février 2023. Donc je le disais, on va essayer de ne pas tourner autour du pot. Si la vérité n'a pas encore éclaté à l'heure où l'on se parle, il y a quand même un certain nombre d'hypothèses qui sont scientifiquement crédibles et d'autres qui ne le sont pas. Pour tous ceux qui ont vu le documentaire, par exemple, sur Netflix, eh bien, 3 hypothèses étaient évoquées, dont 2, on va dire, relèvent carrément du charlatanisme plutôt que du journalisme. On va commencer par la théorie, sans doute la plus fumeuse, le détournement russe. L'avion aurait été détourné vers le Kazakhstan par 3 Russes qui se trouvaient à bord. Le plus étonnant est qu'ils auraient accédé aux appareils de communication pour faire disparaître l'avion des radars et ensuite d'en prendre le contrôle par ordinateur. Alors j'ai envie de vous demander, peut-être Patrick Blely d'abord, qu'est-ce que ça va vous inspirer, évidemment, cette théorie ? Alors, cette théorie est totalement fausse, c'est même une certitude. Ouais. Ceci pourquoi, je vais vous l'expliquer. Il faut savoir que sur le Boeing 777, la trappe d'accès dans la soute électronique est située à côté de l'endroit où les hôtesses et les stewards travaillent, préparer le repas. Nous étions donc 40 minutes après le décollage. Ouais. Donc effectivement, dans cet avion, il y avait 2 Ukrainiens et 1 Russe. Et donc, d'après un journaliste, il était possible qu'un des Russes soit descendu dans la soute électronique. Alors, d'après ce qu'il prétend, ce serait avec son ordinateur portable, voire même avec une bouteille d'oxygène et un masque, puisque plus tard, dans l'émission, il dit qu'il s'est équipé du masque oxygène pour respirer après avoir dépressurisé l'avion. Bon,
Alors, vous savez que c'est une folie complète. Personne ne peut descendre dans une soute devant des hôtesses et des stewards au milieu de leur travail. En plus, avec un ordinateur PC, se connecter sur un calculateur de vol dans la soute électronique, c'est totalement impossible. Il n'y a aucune prise qui correspond, encore moins des USB. Et puis même s'ils venaient à se connecter, dans tous les cas, ce n'est pas le même langage. Le langage des machines-avions, des ordinateurs de bord n'a rien à voir avec le Windows et avec le langage Apple. Donc toutes ces théories sont fausses et totalement impossibles. Oui, alors Jean-Luc Marchand, vous nous direz, vous êtes ingénieur satellite, évidemment on ne fait pas disparaître un avion comme ça, c'est absolument fumeux d'imaginer qu'une simple connexion d'ordinateur comme ça est possible et puis hop, on disparaît, on fait disparaître l'avion. Oui, c'est complètement, imaginé et imaginaire. D'abord, les systèmes sont trop compliqués, sont redondants et justement empêchent ce genre de choses. En vol, beaucoup de choses sont bloquées. Donc, pour la sécurité, on ne va pas autoriser des intrusions dans le système, d'autant plus que ce logiciel est très protégé. Et donc, on voit mal un Gugus descendre, d'autant plus qu'il y a une trappe sous un tapis. Donc il faudrait qu'il arrive avec un cutter ou rouler le tapis pour descendre et ouvrir la trappe. Donc, comme dit Patrick, c'est complètement fumeux. Ouais. Alors, il y a une deuxième hypothèse qui est fort détaillée dans ce documentaire. C'est celle d'un acte délibéré du pilote, dont je rappelle qu'il s'appelle Zaharie Ahmad Shah. Il aurait détourné l'appareil de sa trajectoire en faisant demi-tour. Et puis, suicide ou acte politique. Là, je vais demander à Victor Lefebvre, qui nous accompagne. La question des engagements politiques du commandant de bord a été étudiée. Qu'est-ce qu'il en est exactement, Victor ? Oui, il a été question du militantisme politique de Zaharie Ahmad Shah, donc le commandant de bord dans ce vol MH370. Il était un fervent défenseur d'Anwar Ibrahim, qui est à l'époque le principal opposant du Premier ministre malaisien Najib Razak. Le 7 mars 2014, soit la veille du vol MH370 vers Pékin, un tribunal malaisien annule l'acquittement dont Anwar Ibrahim avait bénéficié pour des accusations de sodomie. Si la coïncidence entre cette décision de justice et la disparition du MH quelques heures plus tard peut sembler troublante, elle n'a pas suffi, en tout cas selon les enquêteurs, à accabler le commandant de bord. Et je précise tout de même que Anwar Ibrahim est depuis 2022 le Premier ministre actuel de Malaisie. Oui, alors j'ai envie de vous demander, Jean-Luc Marchand, qu'est-ce qu'il en est là, c'est pas le cœur de votre spécialité, mais enfin, cette hypothèse humaine, finalement, est-ce qu'elle est la plus crédible de des hypothèses ou ça tient pas la route non plus ? Alors là, je vais faire joker parce que moi, je suis intéressé par les données techniques. Ouais. C'est Patrick qui va nous répondre. Oui, parce qu'il a enquêté beaucoup plus profondément sur le pilote. Oui, alors je rappelle que vous êtes pilote de ligne et commandant de bord retraité aujourd'hui, Patrick. Et donc, ça vous paraît crédible, cette piste humaine, finalement ? Alors tout à fait. D'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus. J'ai fait une enquête assez complète, d'ailleurs, sur les personnages concernés. Et vous parlez donc du commandant Zaharie. Effectivement, il était dans une situation émotionnelle un peu compliquée. C'est vrai qu'il y avait une approche politique, c'est qu'il était engagé, mais je ne pense pas que ce soit vraiment l'origine du règlement de ce qui s'est passé ce soir-là. Il était vraiment, il avait des soucis familiaux assez élevés, personnels assez élevés également, un petit peu financiers, et puis on a peut-être des doutes quand même un petit peu sur le médical, c'est-à-dire sa capacité médicale à être apte à piloter. J'ai écrit tout ça dans mon livre, donc il n'y a pas de secret. Et donc je pense qu'il était vraiment dans une situation émotionnelle très forte ce soir-là. Et ça a fini, comme on connaît tous l'histoire. Donc il y a de fortes chances, dans notre théorie à nous, c'est qu'effectivement ce serait lui qui aurait pris le contrôle ou gardé le contrôle de l'avion pour l'amener au fin fond de l'océan Indien. Alors, on va y revenir, mais il y a une troisième hypothèse qui convient d'évoquer et d'écarter. Ce serait un coup des services américains. Cette hypothèse est le fruit d'un travail de journaliste, Florence de Changy, qui était à l'époque correspondante pour le journal Le Monde. D'ailleurs, peut-être elle est toujours, Jade Serrano me le confirme, correspondante pour le journal Le Monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'est lancée dans une théorie qui est risquée. En gros, les Américains auraient tenté
tenté d'empêcher la livraison d'un matériel très sensible à destination de la Chine. Ils auraient essayé d'utiliser les AWACS des avions radars pour brouiller les communications et auraient demandé aux pilotes de changer la trajectoire. Ils n'auraient pas voulu et là, boum, ils l'auraient abattu. Donc en plein vol, on nage un peu en plein délire. Qu'est-ce qui s'est passé, Jade Serrano, exactement ? Ce qui s'est passé, c'est que pour la journaliste Florence de Changy, donc c'est un fruit de 7 ans d'investigation qui sont consignés dans son ouvrage Vol MH 370, la disparition, publiée aux éditions des Arènes en 2021. Ce serait donc, comme vous l'avez dit, Stéphane Simon, un coup des services secrets américains. Ouais, les Américains. L'impérialisme américain aurait encore frappé. Et elle s'appuie sur des documents confidentiels, elle s'appuie vraiment sur des investigations sérieuses. Donc, si finalement la théorie de Florence de Changy est présentée pour les uns comme un coup de génie journalistique et comme une fumisterie pour les autres, et pour vous, Jean-Luc Marchand et Patrick Bielli? Alors Patrick Bielli d'abord, et puis on écoute Jean-Luc Marchand. Il faut préciser lequel des deux on écoute en premier pour qu'il le sache. D'accord, donc je vais parler sur cette affaire, c'est tellement faux également. On n'a absolument aucune connaissance d'AWACS, des vrais AWACS, donc des E3C avec des radomes au-dessus dans la région ce soir-là. De toute manière, l'AWACS, quand il vole, il a une vitesse beaucoup plus faible que celle du Boeing 777. C'est entre 76 et 78 de Mach, alors que le 777, c'est 84 et 86. Donc, ils auraient été totalement incapables de rattraper l'avion, de le suivre encore moins, et de l'écarter entre comme un sandwich au milieu entre deux avions. Totalement impossible aussi, ça se fait pas, encore moins de nuit, vous imaginez bien. Et en plus, pour finir, l'AWACS, il n'est pas armé, donc il n'a absolument aucune aptitude pour abattre un avion. Et puis même s'il l'avait fait, en parlant à la radio, les contacts entre les AWACS et le MH370, toutes les discussions seraient passées à la radio, tout le monde l'aurait entendu, quelle que soit la fréquence. Donc tout ça, c'est une situation, pour moi, totalement impossible. Jean-Luc Marchand, vous pouvez peut-être ajouter quelque chose sur ces communications entre le AWACS et l'appareil, le Boeing? Non, parce qu'il n'y en a pas, donc on va pas tellement élaborer. En revanche, quand j'entends dire que c'est une enquête sérieuse, écoutez, on a été en contact avec Florence de Changy plusieurs fois pour lui démontrer que ce qu'elle avançait ne tenait pas la route. Et d'ailleurs, dans une vidéo récente, elle a reconnu que c'était son éditeur qui lui avait fait dire ce qu'elle avait dit, et que dans ses dernières vidéos publiques, là récemment avec Benoît Bringer, qui était le réalisateur de la série, avec qui on avait été en contact et finalement qui nous a écartés parce qu'elle préférait, on va dire, le sensationnel, elle n'apporte rien et elle revient sur une théorie du flaperon, par exemple, je prends un exemple, où elle dit que le flaperon est une pièce inventée et une évidence mise comme ça à l'eau pour faire croire que, en fait, c'est faux. Il y a des éléments intangibles, le numéro de série qui est peint à l'intérieur du flaperon et qui démontre que c'est bien la pièce de l'avion. Donc, oui, je n'appellerais pas ça une théorie. Je dirais simplement des élucubrations, parce que son premier bouquin était bien. Et il avait des éléments assez intéressants. Le deuxième ne tient pas la route. Bon, écoutez, elle est remballée, c'est clair. Je pourrais, moi, ajouter à titre personnel que franchement, penser qu'on transporte du matériel ultra sensible pour la Chine dans un simple vol comme ça paraît déjà un postulat de départ assez peu crédible. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Bielli? Alors, du matériel sensible, il y en avait à bord, c'était des puces avec des membres de la société Friskel qui partaient effectivement en Chine. Alors, c'était l'utilisation un petit peu améliorée des puces, c'est-à-dire augmenter le rendement de puces électroniques. Rien à voir, on ne va pas tuer 239 personnes pour récupérer un brevet sur une puce électronique et qui fait gagner un petit peu plus d'argent à une société. Bien Donc sûr. Tout ça, c'est une théorie effectivement qui a été mise en avant, mais pour moi qui n'a aucune raison d'être. Je ne pense pas qu'on abat un avion pour récupérer du matériel électronique à bord. Alors, je vous propose qu'on se retrouve dans un instant et on va continuer de parler de la disparition de ce vol, évidemment. Et on va se demander, évidemment, quelles sont les chances de retrouver de nouvelles pièces, de nouveaux indices en mer, puisque, je vous le rappelle, les recherches ont repris en mer de Chine. À tout de suite sur Sud Radio avec nos invités.
Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles dont nous sommes avec le rédacteur en chef, Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane. Rebonjour Jade Serrano, journaliste, enquêtrice, spécialiste dans l'investigation. Et puis la voix des matinales de Sud Radio est avec nous, Jean-Marie Bordry. Le week-end, bien sûr, il n'est pas seul sur cette antenne, évidemment. On parle aujourd'hui du plus grand mystère de l'histoire de l'aviation civile. Je vous le rappelle, la disparition du vol Malaysia Airlines 370, communément appelé MH370. C'était il y a 11 ans. Après son décollage de Kuala Lumpur en Malaisie à destination de Pékin en Chine, le contrôle aérien perd soudainement la trace du Boeing 777 au-dessus de la mer de Chine, et je vous le rappelle, avec 239 personnes à bord. Des années d'enquête et de recherche plus tard n'ont pas permis de localiser l'avion, ni les passagers, ni les membres d'équipage, tous présumés disparus et morts à ce jour. Avec nous, Jean-Luc Marchand, ingénieur satellite, et Patrick Blely, pilote de ligne et commandant de bord. Merci, vous êtes auteur d'un rapport indépendant sur la disparition de ce Boeing 777 qui a été publié en février 2023. Alors, il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est la question des débris. Entre 2015 et 2016, plusieurs débris sont identifiés comme étant des pièces du MH370. Et j'ai envie de vous demander, ces découvertes ne suffisent pas à éclaircir le mystère? On n'a pas mis la main sur les bons débris, entre guillemets, Patrick Blely? Alors si, pour moi, les débris que nous avons trouvés, à ce jour, il y en a 43 qui sont connus. 27 officiels, mais 43 retrouvés en majorité par M. Blaine Gibson. Ouais. Effectivement, ces débris, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, on est pratiquement certain qu'ils sont de l'avion, avec des numéros à l'intérieur de ceci. Donc c'est indiscutable, même si certaines le critiquent, avec l'histoire de la plaque qui serait décollée, mais ça, on a une théorie qui est tout à fait acceptable pour cette perte de la plaque du flaperon. Et donc ces débris nous démontrent que, effectivement, l'avion a bien fini au sud de l'océan Indien. Alors après, la discussion, c'est a-t-il percuté l'eau à haute vitesse en descendant en piqué, soit il aurait été améri probablement par la personne aux commandes, c'est ce que nous soutenons. Alors après, tout est une histoire de discussion et de perception des débris et de visualisation des débris et des morceaux qui restent. Alors, il y a évidemment deux scénarios possibles. D'une part, l'avion qui tombe en piqué parce que le pilote, pour une raison sur lesquelles il est difficile de trancher, mais a décidé d'en finir finalement avec ses passagers. Ou bien il tente un amérissage un peu risqué, évidemment, mais parce que il a à cœur de sauver tout le monde. Là, j'ai envie de vous entendre, Patrick, peut-être Patrick ou Jean-Luc Marchand, comme vous, Jean-Luc peut-être. Alors, les deux sont pas exclusifs dans le sens où, en piqué ou en amérissage, de toute façon, le résultat sera pratiquement le même. Parce que la vitesse d'atterrissage, il suffit que vous ne mettiez pas votre ceinture et ça revient à peu près au même. Maintenant, sauver les passagers, non. Je pense que au bout de 7h30, il y a plein d'indices, et Patrick pourra le souligner, il y a plein d'indices qui montrent que personne n'a émis de messages en utilisant le système de bord de ce qu'on appelle l'In-Flight Entertainment System, qui permet les communications, les SMS. Et donc, au bout une heure après le détournement, personne n'a émis de SMS, de coup de fil, quoi que ce soit. Donc, a priori, personne n'était en capacité de le faire. Donc, sauver les passagers à la fin, je pense pas que ce soit le problème, ni l'intention. L'intention était de disparaître et de rendre l'avion le plus invisible possible, que ce soit pour ceux qui suivent l'avion en temps réel, donc le contrôle aérien, ou ceux qui le récupèrent ou qui le retrouvent beaucoup plus tard. Mais quel intérêt, si on suit cette théorie qui est passionnante, quel est l'intérêt, à partir du moment où on a décidé de disparaître avec son avion, quel est l'intérêt de le faire au fin fond de l'océan Indien, là où personne ne pourrait nous retrouver, puisqu'à l'arrivée, le résultat est le même? Alors, c'est moi qui réponds. Depuis que j'ai travaillé sur l'affaire justement de l'environnement autour du pilote et puis de tout ce qui s'est passé autour de l'avion avant le départ, j'ai pu quand même remarquer des choses assez un petit peu suspicieuses. Le fait que la personne qui a fait ça voulait disparaître au fin fond de l'océan sans qu'on puisse l'accuser, c'est-à-dire en reniant la responsabilité pour éviter que la responsabilité de cet acte ne tombe sur sa famille et que celle-ci en porte les conséquences. C'est-à-dire qu'il voulait disparaître. Cet avion, les passagers, le chargement, tout ça disparaissait, mais on n'aurait jamais pu dire
qui avait fait ça et donc se retourner vers la famille. Et quels sont les éléments qui nous permettent d'avancer dans cette direction-là alors ? Alors, tout a été fait pour disparaître de manière discrète. C'est-à-dire qu'un mois avant, sur son simulateur, il avait fait un vol en 2 parties qui faisait exactement le même vol. C'est-à-dire on a retrouvé 2 points dans son simulateur dans lequel il était à une altitude de croisière et puis un deuxième point à 4000 pieds sans carburant, c'est-à-dire les moteurs éteints, donc il était en planant. Donc aucun pilote ne fait un vol simulé pour aller au milieu d'un océan pour finir les moteurs éteints à l'altitude de croisière. La deuxième chose, c'est que effectivement, un mois avant aussi également, il a effacé tous ses mots de passe et tous ses comptes qu'il disposait au niveau des banques, au niveau des librairies, etc. Il a tout mis à la poubelle, il a tout fermé ses comptes et retiré ses mots de passe. Et ensuite, il avait des problèmes, je dis, personnels qui étaient assez importants, des problèmes émotionnels qui étaient importants. Je ne vais pas les détailler ici, mais effectivement, pour lui, il s'était mis dans une espèce d'entonnoir dans lequel il n'avait aucune issue. S'il revenait chez lui, il était dans une nasse, et s'il revenait chez lui, il perdait son honneur, le respect des autres, etc. Et donc, il n'avait plus qu'une solution, c'était disparaître, mais avec la particularité qu'il ne voulait pas qu'on puisse l'accuser. Ouais, c'est la différence avec l'histoire du German Airwings, là, d'Andreas Lubitz, l'avion allemand qui s'est écrasé dans les Alpes françaises. Exactement. Ouais. Alors Victor, il y a un point sur lequel il est important de revenir aussi, c'est la question des boîtes noires. Peu de gens le savent, mais il existe en vérité 2 boîtes noires différentes. D'ailleurs là, je pense qu'on n'a retrouvé aucune des 2. Quelle est leur utilité Oui, alors c'est un peu technique, mais il y a effectivement 2 boîtes noires différentes. D'abord le CVR, le Cockpit Voice Recorder, et ensuite le FDR, le Flight Data Recorder. Le CVR enregistre en continu les bruits et les conversations à l'intérieur du cockpit. Donc ce dernier comporte néanmoins un inconvénient important, c'est-à-dire que l'enregistrement de la bande sonore s'efface automatiquement toutes les 2 heures. C'est-à-dire que même si on retrouvait cette boîte noire, en l'occurrence avec les recherches menées actuellement par Ocean Infinity, on ne saurait jamais ce qui s'est passé, ce qui s'est dit dans le cockpit au moment de la disparition de l'avion des radars malaisiens, car l'avion a continué de voler pendant au moins 6 heures après la perte de contact. En revanche, l'autre boîte noire, donc le FDR, enregistre toutes les données techniques du vol et des instruments, la vitesse, l'altitude, l'angle, la puissance, etc. Et le FDR a une autonomie d'enregistrement quant à lui de 24 heures environ, c'est-à-dire qu'on pourrait donc savoir ce qui s'est passé au niveau technique, déterminer s'il y a une défaillance technique ou non. On verra aussi si tel ou tel bouton a été manipulé, ce qui permettrait de confirmer ou d'infirmer un acte volontaire. Alors Jean-Luc Marchand, justement, c'est un des espoirs on espère toujours retrouver cette deuxième boîte noire. Déjà les 2, parce qu'en fait, les boîtes noires sont dans l'avion. Pour nous, le fait qu'il y ait très peu de débris montre que l'avion n'a pas impacté l'eau à une haute vitesse. S'il était tombé en piqué, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est comme s'il tombait sur du béton. Et là, ce sont des milliers, si c'est pas des millions de pièces. Et ça, on l'aurait probablement détecté même un peu après, parce qu'en fait, ils se sont trompés sur la première zone. Ils sont partis en mer de Chine, puis ensuite ils sont partis sur le nord-ouest de Sumatra, pour finalement retrouver plusieurs semaines après dans le sud de l'océan Indien. Bon. Ces pièces-là font que, a priori, l'avion s'est cassé en gros morceaux pour nous. Et donc, il est tombé au fond de l'eau. Et pour nous, si vous voulez, l'impact fait que les boîtes noires sont toujours dans l'avion. Donc d'abord, il faut retrouver l'avion. Et là, on retrouvait les boîtes noires et probablement les extraire de l'avion. Et est-ce qu'elles peuvent résister à la pression d'ailleurs? Parce qu'on est quand même 11 ans après le crash. Est-ce qu'on peut les retrouver en état d'utilisation? Alors, évidemment, tout dépend du crash, tout dépend de l'impact, tout dépend. Mais normalement, oui, il y a déjà un avion dont les boîtes noires ont été retrouvées 10 ans plus tard. Les boîtes noires n'auront aucun problème de pression. Il faut savoir que l'eau est fraîche, presque solide, on va dire, parce qu'il y a une pression énorme, et très peu de salinité. Il n'y a pas de lumière, et donc la corrosion est finalement moindre, bien moindre qu'à la surface. Et le BEA a déjà récupéré des boîtes noires qui ont été corrodées et ressoudé les pattes des circuits intégrés pour pouvoir lire, parce que c'est une mémoire flash, hein. C'est pas des bandes magnétiques. Et l'exemple que je vous donnais de 10 ans après le crash, c'était des enregistreurs à bande magnétique. Ah oui. Ça veut dire que la qualité, aujourd'hui, on est encore, on va dire, dans une meilleure position. Ouais. Si l'avion de Malaysia Airlines se trouve dans la zone où on estime, où on pense qu'il doit se trouver, est-ce qu'il est plus facile à retrouver et à récupérer que le vol d'Air France de Rio-Paris, par exemple, qui était au milieu de l'Atlantique? Parce qu'on avait mis 1 an à peu près à le retrouver. Patrick, tu veux répondre?
On a mis plus de 2 ans et je pense que c'est le même type de recherche à peu près. La seule différence, c'est que dans l'océan Atlantique, les fonds étaient à peu près plats et sablonneux, alors que là où on est, c'est assez rocailleux avec des failles sous-marines assez profondes. Mais la zone que nous préconisons, nous, avec Jean-Luc, est aux alentours de 4000 mètres de fond. Et les boîtes nord tiennent jusqu'à 6000 mètres de pression, donc il n'y a pas de problème. C'est la problématique uniquement de recherche dans les fonds un petit peu sous-marins qui sont pas très facile, on va dire. Il faut trouver la bonne botte de foin, quoi. Alors, dans un instant, on va revenir en détail sur les recherches en cours qui ont repris, je le rappelle, 6 ans, après 6 ans d'interruption, avec des bons espoirs cette fois. On se retrouve avec nos invités pour continuer à évoquer le mystère de la disparition du Malaysia Airlines 370. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bienvenue dans votre rendez-vous du samedi midi, en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Ensemble, on regarde l'actualité judiciaire et cette semaine, nous parlons de la disparition du vol MH370. C'était il y a 11 ans maintenant. Victor Lefebvre est avec nous, Jean-Marie Bordry et Jade Serrano. Et on parle, je vous le disais, de cette disparition du vol Malaysia Airlines 370. Je rappelle, après son décollage de Kuala Lumpur en Malaisie à destination de Pékin, le contrôle aérien perd subitement la trace du Boeing 777 avec 239 personnes à bord. Des années d'enquête plus tard, on ne s'explique toujours pas cette disparition, même si avec nos invités, nous voyons que la piste non pas de l'erreur humaine, mais de la volonté du pilote est sérieusement d'en finir, est sérieusement la plus solide. Mais je le disais, depuis fin février, les recherches conduites par la société d'exploration maritime américaine Ocean Infinite ont repris dans l'océan Indien. C'est sur ces recherches que nous allons revenir avec nos deux invités, Jean-Luc Marchand, ingénieur satellite, et puis Patrick Blely, pilote de ligne et commandant de bord, ancien d'Air France. Pour bien comprendre, il faut rappeler à nos auditeurs que des fouilles très importantes ont déjà eu lieu dans les semaines qui ont suivi la disparition. Mais sur quelle base avaient commencé ces premières recherches? Et puis pourquoi on s'est trompé dans la localisation, Patrick Blely? Alors, au tout départ, effectivement, ils avaient recherché, après l'épisode de la mer de Chine et du détroit de Malacca, ils avaient recherché donc dans le sud de l'océan Indien et qu'ils ont pu déterminer que l'avion a volé vers le sud pendant 7 heures et 30 minutes avec à la limite extrême du carburant qui était à bord. Donc, ils ont commencé à chercher. Sauf qu'ils se sont un petit peu trompés sur la trajectoire de l'avion et ils ont été chercher un petit peu au nord-est et au sud-ouest de la zone que nous avons recalculée avec Jean-Luc de chute. Donc, effectivement, à cette époque-là, en 2014, après le crash, ils n'ont pas pu voir de débris en surface de mer avec les bateaux et les avions parce qu'ils étaient assez éloignés de la zone. La zone était un peu centrale et eux, ils sont partis sur des zones un petit peu extrêmes. Il y a eu 2 campagnes de recherche en 2015 après et en 2017 dans lesquelles ils ont déterminé, c'était parti sur la théorie de base que l'avion n'était pas piloté à la fin. C'est-à-dire qu'il était tombé en spiral dive, en vrille, si vous voulez, à la fin du carburant et qu'il était tombé à un endroit qui s'appelle le 7e arc, l'endroit où c'est qu'il avait eu la dernière réponse par rapport au satellite. Donc l'avion non piloté tombé à la verticale et ils ont fait des recherches donc sur ce 7e arc, les 2 fois d'ailleurs, 2015 et 2018. Parce qu'il faut préciser, je parle sous votre contrôle, Jean-Luc Marchand, que même si on perd le contrôle radio de l'avion, on a réussi à reconstituer sa trajectoire grâce à des pings. Hein, c'est ça, c'est avec un contact satellitaire avec l'avion. Est-ce que vous pouvez expliquer ce processus, Jean-Luc Marchand ? Oui, alors normalement, un avion, quand il est sous couverture radar, il a les radars primaires et les radars secondaires auxquels il répond. Bon, quand il a disparu, c'est que manuellement, son répondeur, si vous voulez, qui s'appelle transpondeur, ne répondait plus au radar secondaire, ce qui élimine toutes les hypothèses d'accident. Oui, là, il a été coupé volontairement. Exactement. On a analysé et le timing fait que le bouton du transpondeur a forcément été tourné à la main et que les messages ont eu le temps de partir, donnant toutes les positions et les messages contenant les informations correspondant à chacune des positions. Ce qui veut dire qu'il ne s'était pas abrupt. Voilà. Et quand il a disparu, ce que ne savaient pas les pilotes, c'est que depuis l'Air France 447, eh bien, Inmarsat, secrètement, avait décidé d'enregistrer 2 paramètres le long de tous les vols qui communiquaient à travers le réseau Inmarsat, ce qui s'appelle les BTO et les BFO. Les premiers donnent, après calcul, une distance par rapport au satellite, donc on va dire des cercles sur la surface de la Terre, et l'autre
des informations de fréquence, c'est-à-dire le Doppler de l'avion au moment où il émet son message. Et ça, le pilote ne le savait pas. Et il y en a eu comme ça presque toutes les heures, on va dire, on schématise. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a eu jamais de communication entre l'avion et le satellite autre que ces pings. Parce qu'au bout d'une heure, eh bien, comme c'est une société commerciale, elle interrogeait l'avion en disant « Dis donc Coco, on a une communication tous les deux, j'ai une ligne pour toi, tu ne l'as jamais utilisée, est-ce que tu es toujours là ?» Si tu n'es plus là, je donne à quelqu'un d'autre, parce que je ne vais pas bloquer des fréquences pour toi. Et l'avion a chaque fois répondu « Oui, je suis là ». Et c'est tout. Et le 7e arc est en fait, mais c'est un peu particulier. Alors c'est pas. Non, mais vous l'expliquez très bien. Vous l'expliquez très bien. Le premier contact était en fait un contact de réveil. C'est l'avion qui a dit attention, je me réveille parce que son courant a été coupé. Je veux une connexion. Et on a une certitude que c'est une connexion comme il avait été sur le tarmac, tout à fait particulière. Puis les autres, c'est Coco, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es toujours vivant? Et l'avion dit je suis toujours là. Et le dernier, en revanche, c'est comme le premier. C'est comme si le courant avait été coupé et qu'il se réveille en disant « Ah, moi je redemande une connexion ». C'est donc tout à fait particulier. C'est ce qu'on appelle le fameux 7e arc. Et là, au 7e arc, les hypothèses initiales des premières recherches, c'était que l'avion, puisque ça avait été interrompu, puisque dans les quelques secondes qui ont suivi ce contact, les systèmes ne se sont pas mis en marche, eh bien l'avion est tombé à l'eau là. En revanche, nous, on pense que non. C'est une interruption du système et que le système automatique de l'avion a dit « J'ai besoin d'électricité pour autre chose, je coupe donc les systèmes non prioritaires ». Et il a coupé les SATCOM. Alors, donc, on voit que les recherches aujourd'hui, elles ont été recalculées, enfin les zones de recherche recalculées avec tous ces éléments nouveaux dont vous nous parlez. J'aimerais comprendre, en revanche, l'intérêt que a cette société Océan Infinite, en fait, puisque j'ai appris que ces recherches se font sur fonds propres. Pourquoi est-ce que cette société, qu'est-ce qu'elle espère en retour? Parce que si on retrouve l'épave, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on va avoir des informations qui vont être utiles pour les familles des victimes, mais quel bénéfice peut trouver cette société? Jean-Luc Marchand. Cette société a un double intérêt. Comme la première fois, donc c'est un contrat qui stipule, mais il n'est pas encore signé d'après ce qu'on sait. Il est en cours de signature, qui dit « J'y vais sur fonds propres, mais si je trouve, vous me remboursez à la hauteur de 70 millions. » Jusqu'à 70 millions ou jusqu'au fonds que j'ai dépensé pour retrouver l'avion. Là, c'est un contrat avec le gouvernement malaisien, Jean-Luc Marchand, c'est exactement. Dont vous parlez. Oui, le contrat avec les Malaisiens. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un intérêt industriel énorme, c'est de montrer les capacités de sa société. Depuis 2018, elle a multiplié pratiquement par 10 ses capacités de recherche et elle veut montrer ça. Et si elle trouve l'avion, c'est un énorme succès. Bien sûr. Elle a retrouvé des sous-marins entre-temps, elle a retrouvé des trucs. La première campagne lui a donné des contrats par différents États. Donc, elle a tout à fait un intérêt. Alors, qu'est-ce qu'elle utilise comme moyen? Parce que là, vous disiez qu'on est à 4000 mètres sous l'eau. Qu'est-ce qu'on utilise comme moyen? C'est des petits sous-marins, des petits bathyscaphes? C'est quoi? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 4000 mètres, on ne voit rien. On ne voit rien. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des sonars, c'est-à-dire des systèmes, des petits sous-marins comme des torpilles qui vont de chaque côté de leur carcasse émettre des sons et on va écouter ces sons en retour. D'accord? Et en se déplaçant, on simule ou on fabrique virtuellement une très grande antenne. Plus l'antenne est grande, mieux vous voyez. Donc vous allez émettre à une position un son, vous allez écouter. Vous allez plus loin, vous émettez le son et ainsi de suite. Et quand vous aurez récolté je sais pas moi, 10 000 sons, vous allez reconstruire une image de ce qui était autour grâce à l'écho. Ouais, donc grâce à l'écho. Voilà, donc on va avoir à ce moment-là une image qui apparaît et on va pouvoir symboliser ce qui pourrait être une carcasse, l'épave du Boeing. Oui, alors ce qu'il faut savoir, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si vous êtes d'un côté d'une petite colline, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc pour ça, il faut absolument bien balayer la zone et passer de chaque côté de la colline, si vous voulez voir ce qu'il y a derrière. Et puis, cette société, elle va aussi faire de la cartographie des océans, parce que c'est quand même le monde inconnu aujourd'hui, c'est le monde sous-marin.
Tout à fait. C'est un des autres bénéfices de cette campagne, c'est qu'on explore les fonds sous-marins et en plus, on pourra en tirer des intérêts industriels et du moins miniers pour toutes les ressources qui sont sous l'eau. Bon, je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était passionnant, on y voit beaucoup plus clair. Jade Serrano, quand même, il y a quelque chose d'assez amusant dans cette, si j'ose dire, c'est la folie des internautes qui ont élaboré des théories toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Hein. Oui, les théories du complot qui pullulent sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok suite à la diffusion du documentaire Netflix en 2023. On a une vidéo, par exemple, visionnée par plus de 5 millions d'internautes qui présente une animation Google qui localiserait l'avion sur l'île Diego Garcia, un territoire britannique situé dans l'océan Indien, ce qui confirmerait l'hypothèse d'ailleurs défendue par le journal Le Monde. Les services secrets américains seraient impliqués puisque l'île Diego Garcia abrite une base militaire américaine. Seconde théorie du complot, c'est l'idée d'un trou noir qui est aussi évoqué par la toile. Certains internautes en sont convaincus. Le MH370 a pu entrer dans une distorsion spatio-temporelle digne du triangle des Bermudes. Ben oui, tant qu'à faire. Et enfin, les ufologues sont unanimes. Oui. La disparition du MH370 est un coup des extraterrestres. Ils auraient enlevé les passagers du vol pour les étudier. Eh bien, moi je voudrais remercier Patrick Blély de nous avoir éclairé parce qu'on voit bien quand même à l'issue de tout ça que c'est plutôt du côté humain qu'il faut aller chercher. Vous vouliez dire oui, juste un mot pour souligner aussi l'extraordinaire malchance de la Malaysia Airlines puisque 4 mois plus tard, elle perdra un nouvel avion au-dessus de l'Ukraine avec plus de 200 personnes. L'avion a été abattu par erreur par des terroristes pro-russes. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la revue Affaires criminelles en vous en venant sur le site affaires-criminelles.fr. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio qui a passé son 1 million d'abonnés. Bravo. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 12h-13h pour une nouvelle affaire dans l'affaire. Et c'est tout de suite Alain Marty qui nous amène sur les routes des vins de France. À toute décontraction, juste après les informations. Voilà, à tout de suite sur Sud Radio. Merci.